Bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série de 4 vidéos que je propose sur la démocratie. Dans cette série de vidéos, je me base sur des travaux de Condorcet pour partager des informations importantes et souvent méconnues à propos de la démocratie. Dans cette première vidéo, je présente des repères majeurs pour mieux comprendre l'histoire de la démocratie, son actualité et son lien avec l'histoire de la technologie. Ces repères permettent aussi de mieux entrevoir l'avenir possible de la démocratie, sachant que cet avenir est très incertain, car la démocratie a toujours eu des ennemis qui veulent la détruire depuis qu'elle existe. Cela explique pourquoi elle est plutôt rare dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, l'ennemi principal de la démocratie dans le monde, c'est la Chine communiste, dont le plus grand allié stratégique est la Russie. Pour défendre et promouvoir la démocratie, il est important de pouvoir la définir et de connaître son histoire qui permet de valoriser son passé et son présent et de justifier l'espoir que l'on peut mettre dans son futur. Je vais d'abord commencer par proposer une définition de la démocratie, mais je n'expliquerai cette définition en détail que dans la troisième vidéo de cette série. La démocratie est un système politique fondé sur la distinction entre le droit positif et le droit naturel, c'est-à-dire entre, d'une part, la législation qui est variable et d'autre part, les droits fondamentaux de propriété privée, de liberté et d'égalité qui sont fixes. Ce droit naturel et cette distinction impliquent notamment quatre conséquences auxquelles sont subordonnées les décisions politiques, législatives et exécutives. Une première conséquence, c'est la souveraineté politique de la majorité. Une seconde conséquence, c'est la limitation du pouvoir politique de la majorité par le contre-pouvoir judiciaire. Une troisième conséquence, c'est la limitation du contre-pouvoir judiciaire par le droit du port d'armes des citoyens. Une quatrième conséquence, c'est la liberté de conscience, d'expression et de réunion. Cette définition donne les caractéristiques d'une démocratie mature. Cette définition admet donc que des systèmes politiques qui ne lui correspondraient seulement qu'en partie puissent pourtant déjà être appelés des démocraties, à condition qu'ils tendent réellement vers une correspondance avec cette définition, et ils doivent au minimum déjà appliquer nécessairement la distinction entre le droit positif et le droit naturel, et en conséquence, ils doivent respecter la souveraineté politique de la majorité, ainsi que la liberté de conscience, d'expression et de réunion. Il y a donc divers degrés de démocratie et diverses formes de démocratie à travers l'histoire, selon que les systèmes politiques correspondent plus ou moins à cette définition. La Suisse est le pays qui correspond aujourd'hui le plus à la définition que je viens de donner de la démocratie. Le système politique suisse a développé sa démocratie au XIXe siècle en s'inspirant directement de certaines propositions que Condorcet avait faites à son époque. Condorcet est donc une référence incontournable. À la fin de sa vie, il a rédigé un texte dans lequel il présente sa vision de l'histoire de l'humanité. Et cette vision historique concerne aussi l'évolution de la démocratie à travers les époques. Ce que Condorcet met en avant et qui est fondamentalement important et intéressant pour comprendre notre époque actuelle au XXIe siècle, c'est le niveau technologique dont dépend l'évolution politique de la démocratie. C'est ce que je vais maintenant m'efforcer d'expliquer en m'appuyant donc sur Condorcet. En effet, pour qu'il y ait une démocratie quelque part, il faut au moins que soient réunies deux conditions. La première condition, c'est une volonté collective de démocratie, c'est-à-dire avant tout une adhésion collective aux droits naturels d'égalité, de liberté et de propriété. Dans cette vidéo-ci, je propose de mieux comprendre la deuxième condition, c'est l'existence de moyens concrets qui permettent la mise en œuvre de la démocratie. D'une part, il faut un moyen de communication efficace entre les individus pour qu'ils puissent discuter, débattre et décider ensemble. D'autre part, il faut un registre pour garder une trace des décisions.
Les individus doivent donc pouvoir communiquer entre eux pour débattre et pour voter, et ils doivent pouvoir prendre connaissance des décisions politiques déjà prises, des décisions rejetées, des décisions en cours de délibération et de vote. Sans écriture, mais avec la parole articulée oralement, la démocratie est tout à fait possible, mais seulement pour un petit groupe. L'usage de la parole articulée oralement implique que les individus doivent pouvoir se réunir physiquement, sans difficulté, dans un même lieu pour débattre. Les décisions prises sont communiquées alors oralement, et le registre des décisions est mémorisé par chaque individu. Chaque mémoire individuelle contient donc un exemplaire décentralisé du registre des décisions. Il y a donc eu des démocraties dans le monde avant l'Antiquité grecque, mais ces systèmes démocratiques antérieurs concernaient alors des populations de très petite taille et sans écriture. Lorsque la taille démographique de la population augmente, alors d'une part le contenu des décisions devient plus complexe, et d'autre part il y a une augmentation des divergences entre les interprétations des décisions. Il y a de plus en plus de malentendus, d'oublis, de querelles, d'incompréhensions, etc. La démocratie sans écriture devient alors impossible. Pour préserver la démocratie, la population peut se diviser en plus petits groupes. Par contre, si toute la population reste unifiée, alors la mémorisation et l'interprétation des décisions politiques est prise en charge par une minorité d'individus spécialisés qui centralisent le registre des décisions dans leur mémoire. Cette minorité a donc le monopole sur l'accès, l'interprétation et la modification du registre des décisions politiques. Par conséquent, il n'y a plus de démocratie, puisqu'une minorité possède un pouvoir politique oligarchique. Il peut souvent s'agir aussi d'un seul individu, et dans ce cas, il devient monarque. À mesure que la population continue de s'accroître, que les générations se chevauchent et se succèdent, et que la complexité des relations sociales augmente, la mémoire oligarchique ou monarchique ne suffit plus, et il faut un support extérieur pour sauvegarder le registre des décisions. L'écriture permet ainsi d'assurer la stabilité de l'oligarchie ou de la monarchie dans le temps à travers les générations. Le besoin de cette stabilité est à l'origine de l'invention de la technologie de l'écriture en Mésopotamie et en Égypte, où elle était utilisée d'abord par la minorité au pouvoir, dans les palais royaux et dans les temples. Je cite Condorcet, j'ouvre les guillemets, les relations plus étendues, plus multipliées, plus compliquées que les hommes forment alors entre eux, leur font éprouver la nécessité d'avoir un moyen de communiquer leurs idées aux personnes absentes, de perpétuer la mémoire d'un fait avec plus de précision que par la tradition orale, de fixer les conditions d'une convention plus sûrement que par le souvenir des témoins, de constater, d'une manière moins sujette à des changements, ces coutumes respectées auxquelles les membres d'une même société sont convenus de soumettre leur conduite. On sentit donc le besoin de l'écriture et elle fut inventée. Je ferme les guillemets. Pour que la démocratie soit de nouveau possible à une grande échelle, il faut que la technologie de l'écriture ne soit pas monopolisée par le groupe oligarchique ou le monarque. La technologie de l'écriture doit être répandue dans la population et le registre des décisions politiques doit également être accessible à la population. Dans ce cas, chaque lecteur se sent capable d'être rédacteur et il y a une égalité entre les lecteurs, de sorte que chacun peut notamment estimer lui-même s'il faut changer ou non les décisions politiques. C'est pourquoi une nouvelle forme de démocratie est apparue notamment dans l'Antiquité à Athènes, là où l'accès à l'écriture était largement répandu parmi les citoyens. Cette relation entre la technologie de l'écriture et la démocratie est constatée à la fois par Condorcet et par Karl Popper. Je cite d'abord Karl Popper, j'ouvre les guillemets. Je pense que le miracle culturel qui a eu pour scène l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ peut être expliqué en grande partie par l'invention athénienne du marché du livre, et cette invention explique sans doute aussi la démocratie athénienne. Je ferme les guillemets, et je cite maintenant Condorcet, qui décrit l'effet de la diffusion de l'écriture et de la lecture parmi les citoyens d'Athènes. J'ouvre les guillemets. Tous les hommes conservaient un droit égal à la connaissance de la vérité. Tous pouvaient chercher à la découvrir pour la communiquer à tous et la leur communiquer tout entière. Cette heureuse circonstance, plus encore que la liberté politique, laissait à l'esprit humain chez les Grecs une indépendance, garant assuré de la rapidité
et de l'étendue de ses progrès. Je ferme les guillemets. La mise par écrit du registre des décisions politiques et la diffusion de l'écriture n'empêchent pas qu'une minorité puisse, par la force, imposer un autre registre, mémorisé par elle seule, ou bien, ce qui revient presque au même, elle peut soit imposer un registre écrit dans une langue inconnue de la majorité des citoyens, soit fabriquer un registre écrit avec un vocabulaire complexe et spécialisé qui rebute la majorité des citoyens. La minorité peut aussi détruire ou réduire les bibliothèques qui permettraient aux citoyens de s'entraîner à la lecture et à l'interprétation des textes. On voit donc comment la démocratie suppose et implique la liberté d'expression, qui peut être fragilisée ou anéantie lorsque la technologie sous-jacente est défaite, monopolisée, confisquée. Condorcet donne notamment l'exemple des pharisiens et des jurisconsultes romains, comme deux minorités qui se sont accaparées le pouvoir sur la majorité, parce que ces minorités ont réussi à devenir les spécialistes de l'interprétation du registre des lois en rendant ce registre de plus en plus incompréhensible pour la majorité. Lorsque la taille de la population augmente encore plus, alors il devient difficile ou impossible de réunir physiquement tous les citoyens dans un même lieu, et il n'est pas possible de disposer d'un nombre de copies suffisantes du registre pour que chaque citoyen puisse le consulter à son aise. Sans imprimerie, les copies sont souvent coûteuses et défectueuses. La démocratie, à nouveau, devient donc impossible, sauf pour de petits groupes. Donc, l'imprimerie est une nouvelle étape technologique indispensable pour que la démocratie soit possible à grande échelle. Condorcet explique ainsi comment la technologie de l'imprimerie catalyse directement une nouvelle forme de démocratie impossible lorsque les manuscrits étaient rares. Je cite Condorcet, j'ouvre les guillemets, les manuscrits d'un même livre étaient en petit nombre. Il fallait pour se procurer les ouvrages qui formaient le corps entier d'une science, des soins, souvent des voyages et des dépenses auxquels les hommes riches pouvaient seuls atteindre. Il était facile aux partis dominants de faire disparaître les livres qui choquaient ses préjugés ou démasquaient ses impostures. Je ferme les guillemets. La technologie de l'imprimerie a été la condition nécessaire pour la mise en œuvre des démocraties représentatives à grande échelle, qui ont commencé à être développées du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, d'abord dans les pays occidentaux et ensuite dans les autres pays. La démocratie représentative correspond à une solution politique équilibrée entre, d'une part, la capacité de lecture répandue largement dans la population à grande échelle avec l'imprimerie, et d'autre part, l'impossibilité de réunir physiquement toute la population pour débattre dans un même lieu. Dans la démocratie représentative, rien n'empêche à nouveau que la minorité des représentants politiques développe son propre langage spécialisé qui rebute la majorité. En outre, malgré l'imprimerie, l'accès au registre ne peut pas être simultané pour toute la population, car les copies imprimées du registre des décisions politiques ne sont que des copies et non pas l'original. Le grand nombre de copies ne permet pas de savoir avec certitude si chaque copie est fidèle à l'original ou non. C'est donc la minorité des représentants qui contrôle directement l'interprétation et la modification du registre des décisions politiques. La population n'a qu'une très faible influence et très indirecte sur le registre. L'imprimerie, en tant que technologie, est la condition indispensable à la démocratie représentative à grande échelle. Mais cette technologie est donc également la limite intrinsèque de cette démocratie. La démocratie représentative peut facilement dériver vers une oligarchie des représentants politiques, d'autant plus si la population continue de croître. Pour empêcher cette dérive oligarchique et augmenter la démocratie, il faut une évolution technologique qui va au-delà de l'imprimerie pour assurer la communication entre les citoyens et l'accès facile au registre. Or, depuis l'invention de l'imprimerie, plusieurs technologies permettent désormais de communiquer à distance et en particulier Internet réunit ces technologies de façon à rendre possible que des millions d'individus puissent se prononcer, échanger, débattre simultanément par des messages écrits, des messages sonores, des messages vidéo,
des téléconférences, etc. En ce début de XXIe siècle, nous en sommes donc là. D'une part, les démocraties représentatives peuvent stagner en restant en deçà du potentiel technologique d'Internet, ou bien elles peuvent régresser en devenant des oligarchies, et certaines le sont déjà plus ou moins. D'autre part, la technologie d'Internet est déjà utilisée dans le monde entier de façon bénéfique dans toutes sortes d'applications, y compris pour des opérations chirurgicales à des milliers de kilomètres de distance. Il semble donc qu'Internet ait le potentiel pour augmenter et renforcer la démocratie en solutionnant le problème posé par l'impossibilité de réunir toute la population pour prendre une décision politique. Mais la technologie d'Internet est politiquement neutre, comme la technologie de l'imprimerie et de l'écriture manuscrite sont également neutres. On a vu comment une minorité peut monopoliser le pouvoir politique en monopolisant la technologie qui sert aussi de support au registre des décisions politiques. Cela a été le cas avec l'écriture, ensuite aussi avec l'imprimerie, et aujourd'hui, on voit comment la Chine communiste notamment utilise Internet comme une technologie contre la démocratie. Plus les algorithmes sont centralisés et opaques, plus ils peuvent servir facilement à imposer une dystopie totalitaire que la Chine communiste propage comme un modèle politique dans le monde et que de plus en plus de pays adoptent. Pour qu'Internet soit au service de la démocratie, les algorithmes doivent être publics, ouverts, transparents et décentralisés. Je vais maintenant conclure cette vidéo par une dernière remarque. On a vu comment l'accroissement de la taille de la population rend impossible la démocratie si la technologie ne peut pas évoluer afin de compenser la distance physique pour communiquer et compenser le manque de place pour réunir les citoyens. La démocratie reste possible uniquement si la population se divise en groupes plus petits, adaptés à une technologie déjà disponible. Et les groupes les plus petits peuvent se contenter de la parole orale et de la mémoire comme support de la démocratie, tandis que l'écriture manuscrite est adaptée pour des groupes de taille moyenne, et l'imprimerie est la technologie qui correspond à la démocratie de groupes plus grands. Si on réfléchit sur ce constat, on comprendra alors peut-être mieux le passage de la Bible sur la fameuse tour de Babel, car ce passage raconte que Dieu décide de disperser l'humanité en petits groupes plutôt que de laisser l'humanité former une seule immense société dont la tour de Babel aurait été la réalisation phare. C'est toujours une possibilité aujourd'hui, étant donné que les démocraties représentatives sont en deçà du potentiel d'Internet et qu'elles peuvent donc facilement régresser de plus en plus vers des systèmes oligarchiques. L'avenir semble donc offrir entre autres trois horizons politiques différents qui pourraient aussi partiellement se combiner. Un premier horizon serait un recul de la démocratie représentative et une progression à grande échelle de l'oligarchie. Un second horizon serait l'augmentation de la démocratie à grande échelle. Un troisième horizon serait une division de la population en groupes plus petits qui mettent en œuvre des démocraties à plus petite échelle. Cette vidéo se termine ici. Dans la prochaine vidéo, je montrerai comment il serait possible d'adapter certaines propositions de Condorcet pour augmenter la démocratie grâce à Internet. Merci pour votre attention. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est qu'elle vous a intéressé, alors merci de la promouvoir, de la diffuser et d'en parler autour de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.